21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense, une fois de plus renouvelé, que de vous retrouver nombreux pour votre super production panafricaine. C'est Ouro Africa, vous en avez désormais l'habitude. Et ce soir, au cœur des problématiques africaines et panafricaines, nous allons commencer cette aventure justement par un fait assez inédit qui relève même du cocasse lorsque l'on sait justement la portée de certaines personnalités. Je vais parler ici de cette affaire de bien mal acquis avec la toute récente actualité qui met en scène la première dame de la République du Congo-Brazzaville, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est visée par un mandat d'arrêt, un mandat d'amener pour être précis, émis par le parquet de France. On va s'appesantir sur cette question avec justement toutes les démarches y afférentes et on dira un mot sur justement cette problématique liée au bien mal acquis. Où est-ce que en est l'enquête? Est-ce que les personnalités qui sont citées sont effectivement coupables? Que deviennent la multitude des biens saisis? Et encore, est-ce que les pays à qui on est censé remettre ces biens, ces pays ont enfin eu justement à recevoir ces biens saisis? On en parle en introduction de ce plateau de Ouro Africa. Nous quitterons la République du Congo-Brazzaville pour aller du côté du Gabon. Et oui, l'élection là-bas n'en finit plus de nous dévoiler ses cartes. Et ce soir, nous allons d'abord revenir sur les récentes actualités avec les 4 protagonistes qui sont désormais connus. On va les citer nommément bien sûr, mais aussi on va revenir et faire une esquisse de bilan du CTRI, qui est le mouvement qui accompagnait le président de transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, bien que l'actualité aujourd'hui nous révèle que lui-même justement va se redéfinir au travers d'un mouvement qu'il a baptisé justement les bâtisseurs. On fait le bilan du CTRI et ensemble on va se projeter sur l'élection présidentielle au Gabon qui est à venir. Mesdames, messieurs, une fois ce menu présenté, je prends une légère respiration et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour cette aventure panafricaine du soir, ils sont 4 qui répondent présents à l'appel de la grosse équipe de production qui justement concocte cette super production Ouro Africa. Je commence par ma droite proche avec justement un acteur éminent de la société civile, Jean de Dieu Evouna, expert en sciences sociales. Nous sommes l'amitié une fois de plus de sa présence ce soir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nos remerciements au premier secrétaire du parti Peuple Uni pour la rénovation sociale qui nous a fait honneur de nous inviter en tant qu'organisme africain de développement des familles, dont une ONG que nous sommes et acteur majeur de la société civile pour le congrès de ce parti qui se tiendra le 5 avril au palais de congrès de Yaoundé. Ceci démontre la suffisance que le travail que nous faisons ici est regardé et écouté et que nous participons d'une certaine manière à la construction de la démocratie camerounaise et de manière particulière et en général la démocratie africaine. Donc nous lui disons merci pour cet honneur qu'il nous a fait d'être invité à ces assises pour pouvoir participer à l'investiture du candidat de ce parti aux prochaines élections présidentielles en octobre prochain. Merci Jean-Dieu Evouna, un acteur de la société civile peut en cacher un autre sur ce plateau. Ma gauche proche me révèle que le docteur Jean-Moïse Mbok, une fois de plus, répond à l'appel de Ouro Africa. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane et bonsoir à mes companélistes que vous avez présentés tout à l'heure. Je voudrais particulièrement ce soir saluer tous les chefs d'État de la CEMAC, notre belle CEMAC à laquelle nous croyons. Et nous espérons que les choses vont évoluer, vont aller mieux
vont même aller très bien. Donc je veux très chaleureusement les saluer aujourd'hui et leur dire que malgré tout, le peuple continue de croire en ce qu'ils incarnent et continue de penser qu'ils ont la capacité d'apporter un mieux-être aux différentes populations. Naturellement, le Gabon étant à l'honneur, nous saluons le président de la transition. Oui. Nous saluons le président de la transition. Nous, on va saluer un autre panéliste qui est parmi nous ce soir, habitué et habituel de Ouro Africa. Le DP Somba, une fois de plus, pour ne pas le présenter, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants ou alors mes co-échangeants, parce que Ouro Africa n'est pas un plateau de querelle, c'est un plateau de partage, d'échange. Mon bonheur est une fois de plus heureux que d'avoir été convié à cette agape intellectuelle sélecte. Je ne vais pas déroger à la civilité devenue séculaire sur cet espace. Oui. Je vais aussi faire un coucou, que le docteur Mbok m'excuse, délimiter entre guillemets. Je vais faire un coucou à tous les chefs d'État de la CEMAC et je vais faire un coucou à tous les citoyens du monde qui n'attendent pas une autorisation pour prendre leurs responsabilités afin de sauver leur population. Je pense que, à la suite de Frantz Fanon, nous ne devons pas rester indifférents face aux injustices sociales, d'où qu'elles viennent. Oui. Lorsque nous sentons que nous avons la capacité, que la grande divinité, Dieu, nous a donné la force de faire ce que les autres ne peuvent pas faire ou n'ont pas les moyens de faire, nous devons honorer l'appel céleste en prenant nos responsabilités pour faire bouger les lignes dans le bon sens. Donc je salue tous ces courageux citoyens panafricains qui n'ont pas peur de faire bouger les lignes, mais dans le respect des canons naturels. Parce que je crois davantage en l'ordre naturel des choses. Mes pères juristes vont peut-être me parler du normativisme, mais je vais leur envoyer aller lire le doyen Carbonnier, qui est l'un des porteurs du jus naturalisme, c'est-à-dire le droit naturel. Avant le droit des hommes, la nature a ses règles. Merci Timothée Essomba. Simon Messengue, journaliste, homme politique, aussi est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, c'est pour moi un plaisir d'être des nôtres aujourd'hui. Je voudrais évidemment saluer deux dames qui, le 10 février 2024, présentaient leur œuvre immense. Ils parlaient du chef d'État. Ils ont fait un documentaire qui aujourd'hui est dans les annales de l'histoire, le documentaire Paul Biya, grand homme d'État au destin prodigieux. Pour certaines personnes qui, parfois on se demande qu'est-ce qu'on a. Parce qu'il y a le dénigrement systématique de l'État du Cameroun, le bashing et tout ce qui va avec. Mais ce documentaire a fait le plaisir de présenter de façon froide ce que c'est que le Cameroun, ce que Paul Biya, en 40 ans ou en une quarantaine d'années, a fait et qui restera dans les annales de l'histoire. Et évidemment, il faut saluer Katim Meba et Solange Dimo. Et nous trouvons que, au-delà des péripéties politiciennes et autres, la jeunesse doit s'approprier ce documentaire de telle sorte que les uns et les autres sachent au moins le legs que nous avons et que demain, ce que nous pouvons faire ensemble pour que ce pays soit émergent. Merci Simon Messengue. Après cet exercice inhérent aux présentations de ceux qui justement nous accompagnent dans notre balade panafricaine de ce soir, je prends encore une toute légère respiration avant que nous n'entrions en introduction de ce plateau. Je dois faire ma tête comme ça ou comme ça. J'ai l'impression à l'écran. Alors, Timothée, je voudrais, si on est en phase avec la réalisation, justement prendre une légère transition. Let
retour sur le plateau de Ouro Africa. Comme annoncé, cette fois-ci, nous allons bel et bien introduire cette édition avec cette actualité qui nous amène du côté de Brazzaville, mais aussi du côté de Paris, avec cette affaire des biens mal acquis qui, cette fois-ci, je l'ai dit en introduction de ce plateau, met en scène une personnalité importante sur le continent africain. On parlera de la première dame du Congo-Brazzaville qui est visée par un mandat d'amener du côté de la France. Elle a d'ailleurs dû quitter l'Hexagone de façon assez prématurée pour regagner justement Brazzaville après que justement ce mandat d'amener lui ait été servi. Alors, je vais commencer par vous, Jean de Dieu Vouna. On ne sait pas, l'affaire des biens mal acquis ressemble désormais à un véritable serpent de mer. À chaque année, ou alors à chaque trimestre, sa personnalité, justement, qui est interrogée, qui est interpellée. Pour cette fois-ci, il s'agit de la première dame du Congo-Brazzaville. Vous savez, M. Mbaraga, cette affaire m'attriste profondément. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays frère. Oui. Je dirais même ici à Yaoundé, mon voisin le plus proche, j'ai dit mon voisin le plus proche est un Congolais. Oui. Et chaque jour nous partageons. Ça veut dire le problème du Congolais, c'est le problème du Camerounais que je suis. Savoir qu'une première dame est humiliée de la sorte, c'est l'humiliation de tout un pays, c'est l'humiliation de toute une sous-région, c'est notre humiliation, l'humiliation de notre mère. Quand ceci est dit, comment comprendre qu'un citoyen congolais, je ne sais pas, le juriste est là, il pourra m'éclairer, qu'un magistrat français serve un mandat d'amener? Est-ce qu'elle est citoyenne française? Donc, ça veut dire que si on sert à une première dame un mandat d'amener, qu'en sera-t-il donc de moi, le simple citoyen africain qui... Donc, je peux me faire arrêter étant dans mon pays, ou alors, même si elle était là-bas, sur ce territoire, je crois quand même qu'elle jouit de l'immunité diplomatique. Sur quelle base c'est... Je peux me tromper, hein? Ces gens se sont appuyés pour servir un mandat d'amener à un citoyen congolais. Oui. Tout simplement parce qu'ils prétendent qu'elle aurait détourné ou alors blanchi les fonds de son pays. Oui. Et quelle est la loi qui soumet le Congo ou alors la sous-région Afrique centrale, la loi française ou la loi qui soumet nos États, soi-disant indépendants, par ricochet souverain aux lois françaises? En France, n'y a-t-il pas de corruption? Il n'y a pas de problème que des magistrats financiers, comme ils les appellent là-bas, peuvent se pencher pour trouver les centaines de millions, des milliards qu'on déverse en Ukraine pour une guerre. Est-ce qu'il y a eu les décomptes de ces fonds? Lorsque nous savons que de l'autre côté de l'Atlantique, on a carrément annulé une structure gouvernementale pour corruption. Est-ce que le peuple français ne peut pas s'interroger sur des milliards d'euros qui sont versés en Russie? Est-ce que les procureurs, les magistrats de cette nation ne peuvent pas s'intéresser à ces questions qui sont cruciales pour le peuple français qui aujourd'hui connaît des difficultés comme partout ailleurs? Moi je dirais, il est temps d'arrêter d'essayer, parce que j'appelle ça un chantage. Oui. C'est un chantage et une pression qu'on fait à chaque fois à nos chefs d'État. Il est vrai qu'en interne, nous leur reprochons des choses, comme chaque peuple reproche à ses dirigeants. S'il est question de biens mal acquis, mais que dit la justice congolaise? Que dit même les instances africaines? Y a-t-il pas des instances africaines où les peuples peuvent porter plainte ou s'adresser pour pouvoir trouver une réponse à ce qui fait problème, s'il y a détournement, s'il y a blanchissement d'argent, s'il y a des biens mal acquis? Je dis
en 2025, il est anormal, il est humiliant. Et il faut que ce soit clair en tant que société civile. Nous disons qu'on arrête d'humilier des institutions et ceux qui les incarnent. Merci Jean de Dieu Evouna. Jean-Moïse Mbok, cette affaire des biens mal acquis n'en finit plus évidemment de faire réagir sur le continent. Je l'ai dit, c'est à chaque leader africain son tour de passer à la trappe. Récemment, on évoquait le président Obiangema de Guinée équatoriale et le vice-président Teodorino. La famille Les Bongo aussi avait été interpellée du côté du Gabon. Cette fois-ci, il s'agit de Madame Sassou Nguesso qui justement elle aussi passe son mauvais quart d'heure. On a l'impression justement qu'à chaque fois qu'on voudrait faire, je ne vais pas dire chantage, faire pression sur nos chefs d'État, on remet sur la sellette cette affaire des biens mal acquis. Mais écoutez, s'il faut déjà définir les biens mal acquis, ce sont ces biens acquis par les autorités ou les personnes en responsabilité existant en hexagone, parce qu'il faut bien préciser cela. Ces biens sont chez eux et ils sont acquis. C'est eux qui définissent, ils disent illégalement, ou alors que vous n'avez pas les moyens de par vos salaires de vous acheter ces biens. Maintenant, dans ces biens mal acquis. Mais là, on avait évoqué des États, par exemple, pour le cas de la Guinée équatoriale. Le président Obiang avait dit, Teodorino avait dit que ces appartements sont acquis au nom de l'État de Guinée équatoriale et ils n'appartiennent pas à une personne. Non, on commence par mener les enquêtes. Oui. On mène les enquêtes, on se rend compte qu'une montre qui a coûté 100 millions vous appartient. Quand on essaie de voir le salaire que vous avez en temps normal, c'est pas évident de vous acheter cette montre. Une villa qui coûte $1 milliard, un bateau, et ainsi de suite. Il y a déjà ce volet-là. Une fois que les enquêtes sont menées, on essaie donc de voir ce que vous pouvez vous acheter dans vos moyens. Parce qu'il faut rappeler que ceux des Émirats ont les mêmes biens, mais ne sont pas taxés de mal acquis. Alors, moi, c'est pas ce volet qui m'intéresse. Comme disait Dr Evouna, moi, ce qui m'attriste, c'est que parfois, nos leaders choisissent de rester dans la naïveté, de croire que l'Occident est l'ami de l'Africain. Non, en tout cas, notamment la France. La France n'est pas l'ami des chefs d'État de la CEMAC. C'est pour ça que je les ai salués. C'est vous qui le dites ? C'est moi qui le dis. Parce que vous ne pouvez pas avoir des relations avec des États où vous appliquez même la réciprocité. Si un Français commet des actions au Cameroun, on a le droit légal de le renvoyer en France parce que notre relation le demande. À plus forte raison, une autorité comme celle-là. La première dame de Brazzaville, on lui sert un mandat d'amener comme si elle était la première citoyenne venue. C'est vous qui avez décidé que c'était bien mal acquis. Vous avez même des éléments pour l'expliquer. La moindre des choses, c'est quand même par respect de dire à l'État congolais que voilà ce que nous avons découvert, qu'est-ce qu'il en est. Et comme le président Obiang, pour revenir à lui, on répond donc en disant que c'est en fait des biens qui appartiennent à la République congolaise. Donc il n'y a pas eu cette question, il n'y a pas eu cette démarche. Tout ce qu'on voit dans cette attitude-là, c'est la naïveté des chefs d'État africains, leur simplicité. Et de l'autre côté, le côté vicieux de ces Français qui, pour la plupart, quand ils visent déjà quelque chose, quand ils visent un marché, un contrat, une prestation ou des ressources, vous sortez comme la peine du chapeau cette question des biens mal acquis. Il faut rappeler que c'est des maisons qui sont achetées aux Français. C'est des voitures qui sont achetées aux Français. C'est en territoire français. Donc si vous voulez même commencer à dire que vous contrôlez même déjà au niveau de l'acquisition. Pourquoi on n'inquiète pas les gens chez qui ils ont acheté ces biens-là? Vous voyez bien que c'est un montage qui est bien ciblé, qui a ses objectifs. Moi, ce que je peux dire ici dans un premier temps, dans un premier jet, c'est bien dommage parce que, une fois de plus, la France de M. Macron s'étale dans un mépris qu'on n'a jamais vu nulle part. Imaginons, Jean-Maurice, pour sortir que justement Madame Antoinette Sassou Nguesso n'ait pas eu à quitter le territoire de l'Hexagone. Elle aurait été arrêtée, embarquée. Non, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas l'arrêter. Qu'est-ce qui serait arrivé? Non, il ne pouvait pas l'arrêter. On aurait peut-être demandé un interrogatoire, un échange avec et tout, mais je trouve quand même que ça allait pousser le bouchon très loin d'interpeller une première dame. Ça allait être
mais vraiment la guerre, parce que là, franchement, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que là, toute la CEMAC allait dire arrêtez, là, ça ne peut pas continuer. Quand on accède à ces fonctions, chef de l'État, première dame, on devient un patrimoine de la nation. Oui. Donc, Madame Sassou ne s'appartient plus. Elle appartient au peuple congolais, elle appartient à l'Afrique. Donc, on ne peut pas se lever et venir dire qu'on va l'interpeller. Bon, je crois, par sagesse, elle est partie du territoire pour éviter toute confusion. Mais je dis simplement que il faut que les Africains apprennent à voir ce que les autres appellent problème ou envie de nous humilier comme des opportunités pour trouver des solutions à nos problèmes. Nos chefs d'État vont chercher quoi en Europe? Soyons simples, hein? Ils vont chercher quoi? Un meilleur cadre de santé peut-être, mais qu'ils le créent ici. Ils vont chercher quoi? Des logements peut-être plus huppés, qu'ils le fassent ici. Donc il faut aujourd'hui qu'on prenne ce message, pas comme une défiance, pas comme du banditisme ouvert contre l'Afrique, mais aussi que l'Afrique se dise, mais on peut créer un contexte chez nous qui nous permettra de pouvoir rester chez nous. Je sors en citant un chef d'État africain en Ouganda. Le président Yoweri Museveni a dit à ses ministres, vous tous là, je sais que beaucoup d'entre vous, vous volez. Mais si vous voulez, investissez chez vous. Oui. Si j'apprends que vous avez sorti l'argent de ce pays pour aller l'investir ailleurs, là on aura des problèmes. Mais si vous investissez ici pour les logements des citoyens, pour le mieux des citoyens, ainsi de suite, le pays se portera mieux. Là, quand même, vous bénéficiez des circonstances atténuantes. Je veux simplement dire donc pour sortir que c'est maladroit pour la France de se comporter comme elle se comporte. Le Congo, comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, ont des instances juridiques avec qui il y a une collaboration. Si le magistrat de France se rend compte qu'il y a un problème, mais qu'ils aient quand même l'amabilité, je ne veux pas dire le respect, l'amabilité de contacter leur père et ensemble de trouver des solutions. Madame Sassou n'est pas cachée. Qu'elle soit en France ou au Congo, on sait où on peut la trouver. Tout à fait. Pourquoi extrapoler jusqu'à ce point? Pourquoi extrapoler, Timothée Somba? Alors, cette question, cette hydre véritable, que sont cet épouvantail des biens mal acquis, à un moment, il faudrait quand même qu'on s'interroge aussi. Depuis 2007 que cette enquête a été lancée, pour certains révélée, on a promis, après saisie, restituer justement ces biens-là aux peuples africains qui étaient concernés par ces malversations, entre guillemets. Est-ce qu'en Guinée équatoriale, on a eu un retour de tous les biens qui ont été saisis? Est-ce qu'au Gabon, les Gabonais ont pu trouver un peu de ce qui a été saisi et qui a été arraché au Bongo pour être plus tard restitué au peuple? Comment ça se passe pour qu'on saisisse un bien et qu'on puisse le remettre dans le circuit financier pour que les peuples, pour qui justement ces biens sont saisis, puissent en jouir? Bon, Stéphane, j'aurais pu facilement répondre à cette question si l'espèce dans laquelle les biens ont été restitués à l'État dont les officiers ont été mis en accusation avait déjà eu lieu. Mais tous les exemples que vous venez de citer n'ont pas encore abouti à une restitution des biens. Pourtant, il y a eu des saisies. Pourtant, il y a eu des saisies. En Guinée équatoriale, on a vu des véhicules, on a vu des mises sous séquestre et autres. La réalité est que nous sommes là, vous allez excuser la trivialité de mon propos, dans un cas d'arrache-rache. Le docteur Mbok l'a souligné tout à l'heure, mais avant de revenir sur ce volet, j'aimerais dire que nous sommes en face d'un casus belli. Pourquoi un casus belli? Parce qu'une première dame est le patrimoine d'une nation. Oui. Et ça remet donc au goût du jour la question du statut des premières dames en Afrique. Oui. Peut-être il faudrait que nos chefs de l'État, nos chefs d'État autant pour moi, décident de leur conférer le statut de diplomate. Oui. Ainsi, elles bénéficieraient d'office de l'immunité attachée à la fonction de diplomate. Timothée Somba, vous pouvez penser, en étant très sérieux comme vous êtes, que Madame Antoinette Sassou Nguesso voyage avec un simple passeport en tant que première dame du Congo-Brazzaville? Merci pour cette relance. Justement, mon analyse liminaire repose sur le fait que en Afrique, la première dame n'a pas un statut constitutionnellement consacré. Elle n'occupe pas de fonction officielle au sens propre, au sens juridique. C'est la raison pour laquelle elle peut être considérée dans certaines circonstances comme un citoyen lambda, n'existant juridiquement sur le plan de la souveraineté internationale
qu'à travers son époux qui est le chef de l'État, qui lui, à partir du moment où il prête serment, devient le premier diplomate du pays d'office. Il faudrait donc que les chefs d'État africains commencent à réfléchir à attribuer un véritable statut juridique à nos premières dames. Qui sont nos ambassadrices? Nous sortons du 8 mars. Tout le monde a vu le rôle politique majeur, le rôle social majeur, le rôle d'apaisement que joue la première dame Chantal Biya. Je vous dis que mon épouse est sortie de la maison étant relativement énervée contre moi pour des problèmes de couple qui arrivent à tout le monde. Mais le fait pour elle d'avoir passé du temps à côté de la première dame a apaisé son cœur. Lorsqu'elle est rentrée le soir, tout ce qu'elle voulait me raconter, c'était que j'étais à côté de la première dame. Et je suis sûr que plusieurs Camerounaises hier ont eu la tension baissée grâce à la présence de la première dame. Les premières dames jouent un rôle cathartique très important. Une fois que je l'ai dit, j'envoie donc le pas au docteur Mbok qui a parlé de l'acquisition. L'acquisition d'un bien repose sur un contrat. Et le contrat, pour qu'il soit signé, repose sur le respect d'un certain nombre de contenus. On parle de la liberté de consentement, on parle de l'équilibre entre les parties co-contractantes pour éviter qu'il y ait abus, on parle du respect de l'ordre public et on parle du respect des bonnes mœurs. Ça veut dire qu'en réalité, dès le fait qu'il y a soupçon de corruption ou de bien mal acquis, la vente ne devrait même pas avoir lieu. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'arrache-crache. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous laisse contracter, un notaire valide le contrat pour qu'il soit légal en France. Il faut que cela passe par un notaire. Pour que des années plus tard, on vienne vous sortir. Mais on ne parle même pas de 100 millions de francs CFA, on parle de millions d'euros. Ce sont des millions d'euros. On vient donc vous sortir une histoire de société écran, des biens mal acquis, les proches, au point de remettre de facto en question la crédibilité des notaires français qui ont mené ces contrats à bien. Et curieusement, les 10 notaires ne sont pas inquiétés. Alors que si on vend même, ne sont pas poussés. Ceux qui ont vendu, ceux à qui on vend peuvent même être blanchis parce que le vendeur n'est pas supposé vous interroger sur l'origine de vos fonds. Mais le notaire est celui, en tant qu'agent assermenté, est celui qui se rassure que le contrat qui va apporter son estampille est un contrat en bonne et due forme qui respecte tous les principes évoqués par le Code civil, notamment l'article 1111 du Code civil français, transposé dans le Code civil camerounais qui est aussi 1111. On voit donc là qu'il y a une entourloupe. C'est une monnaie de chantage pour faire pression via le volet de l'humiliation sur les chefs d'État africains. Madame Sassou n'est pas un officiel. Vous ne pouvez pas interroger Madame Sassou sur l'origine de ses biens, parce qu'elle n'est pas un dirigeant. Le docteur Mbok a bien fait de définir ce qu'on entend par bien mal acquis. Ce sont des biens qu'on soupçonne d'avoir été acquis en deçà des capacités réelles d'une autorité publique dont on connaît le revenu officiel. Madame Sassou Nguesso est épouse de la première dame. Peut-être les femmes d'affaires. De chef d'État. Épouse de chef d'État. Il y a un peu de passion. Il y a un peu de passion dans ce débat. Oui. Parce que je prête le chef d'État demain et je ne serai pas content que ma première dame soit ainsi jetée dans la gadoue. Elle est donc épouse d'un chef d'État. Elle a le droit d'avoir des biens. Elle est d'abord la fille de quelqu'un, supposément héritière d'un patrimoine. Mais il fallait questionner tout cela avant de lui vendre les 10 biens. Qui plus est n'ont pas été achetés par elle, mais par une société des hommes d'affaires connus et reconnus par le droit. En Europe, en Amérique du Nord, vous ne verrez pas des choses de ce genre. C'est clair. On respecte les gens là-bas. En Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, à l'extrême-orient, au Moyen-Orient, ainsi de suite, en Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a un groupuscule de pays qui croient être les directeurs de conscience du monde entier, qui croient que la justice chez eux est la justice de tout le monde.
C'est eux qui sont en retard. Ce n'est pas le reste du monde. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils ont mal à partir avec des dirigeants comme ceux Mali? non, ceux des États-Unis, qui voient que c'est dépassé. C'est dépassé. Qui ne se cache Vous pas. ne pouvez pas continuer à jouer les entourloupes pour prendre les richesses des gens. Au nom de quoi? Vous voulez faire une guerre, mais vous préférez que c'est d'autres personnes qui fassent ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez être riche, mais vous voulez aller pensionner sur les richesses africaines. C'est inacceptable. Ce n'est pas seulement elle. Le bien mal acquis, c'est une escroquerie savamment Et juste mise ici, en place. je regrette que Timothée ne soit pas allé véritablement dans le sens de cette question. On n'a pas vu un pays qui a donc reçu. Non, ce n'est pas. Non, écoutez. La saisie, les faits c'est pas- on n'a pas vu au Gabon, on a envoyé de l'argent au Gabon. Stéphane, écoutez. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous entendez chaque fois tel a signé un gros contrat en Europe de l'Ouest. Un contrat de 16 milliards de dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le plus grand joueur du monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand il sort de l'Europe de l'Ouest, il est pauvre. Pauvre comme une souris de l'église. Mais attendez, vous croyez que c'est comment? Procès après procès. Vous voulez qu'on en cite? Ils sont nombreux. Ils sont toujours en train de dire que les joueurs ont Ils sont violé les toujours dans cette logique. Pour avoir quelque chose, il faut sortir de là, aller en Asie du Sud-Est, aller jouer à tel endroit pour avoir un peu. Il y a certains qui ne peuvent même pas rentrer parce qu'ils ont honte. Ces gens, on les connaît déjà. On connaît ce qu'ils font. Je vous rappelle une chose. Des gens mettent à sac une ambassade. Donc, un tente à la souveraineté. Créer un problème diplomatique. Vous savez, vous savez la sanction qu'on leur donne 30 mois de prison avec sursis. Mais on est prêt à arrêter une première pour un problème qui ne les concerne pas. Le Congo Brazzaville n'a pas une justice. On est où là? Mais le parquet français évoque une enquête internationale. Écoutez, vous savez, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Hein. Quand on a induit l'ONU en erreur, en 2011, on a parlé de la communauté internationale. Vous voyez des gens qui viennent attaquer un pays dans un continent étranger sans même avoir affaire à l'organisation du pays qui veut l'attaquer. Ils sont dans cette logique-là. Et donc, une chose est sûre, on dit la roue de l'histoire. La roue de l'histoire tourne en défaveur de ces pays-là. Parce qu'il faut se dire une chose aujourd'hui. Les Africains, comme les Américains, comme les Amérindiens, les Européens, nous avons tous le même cerveau. 12 paires de nerfs crâniens, 31 paires de nerfs rachidiens. Ils ne peuvent rien nous apprendre. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est eux qui ont honte. Il faut qu'ils apprennent à travailler comme les autres pays du monde travaillent. Au lieu de croire qu'ils vont prendre des entourloupes pour ponctionner davantage les États africains. Merci. Trump leur a envoyé un message. L'Afrique parle également à ces gens. Je leur donne rendez-vous dans 30 ans. Ils comprendront que ils ont passé le temps à entourlouper. Pas à nous entourlouper. Parce qu'en faisant ce qu'ils font là, ils nous donnent davantage de temps de nous assagir. Mais eux, ils passent le temps à entourlouper leur propre population qui seront esclaves demain s'ils n'arrêtent pas de faire ce jeu qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Merci, Simon Messengue. Je voudrais répondre rapidement à cette question. Ok. Je voudrais répondre à cette question, pourquoi les biens ne sont pas restitués. Dans le cadre de l'entraide juridique, il est question que les États qui sont censés être bénéficiaires de ces biens fassent la demande de la restitution. Ce qui serait de culpabilité. Non seulement c'est l'aveu de culpabilité, mais encore, il n'y a jamais eu de relation déclenchée avec eux qui justifierait qu'il y ait une demande. Parce qu'ils s'attaquent directement au chef de l'État ou à son épouse ou à ses enfants sans s'adresser à la justice. Ce qui n'est que mépris. Merci. Alors, on prend une ou deux contributions. Prenons celle-ci qui nous arrive tout droit de France. Alors, Monsieur Somba, une première dame bénéficie d'un passeport diplomatique ainsi que tous les enfants du président, tout comme les ambassadeurs et leurs femmes.
comme Maurice Kamto bénéficie d'un passeport diplomatique à cause de sa femme qui a un statut de diplomate. Tout à fait. Je vois pas trop Non, le lien. Une précision, justement. Il faudrait pas qu'on se méprenne. Oui. Le passeport diplomatique n'emporte pas statut de diplomate. Le passeport diplomatique vous facilite les voyages et vous assure la protection. Ça veut dire qu'on ne va pas violer votre courrier. Vous prenez facilement votre jet privé, comme Madame Sassou a pu faire. Vous êtes exempté de certains visas. Mais vous n'acquérez pas le statut de diplomate avec tous les avantages liés au statut des diplomates. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Permettez-moi de citer le nom. Amour Belinga ici avait un passeport diplomatique, mais ça ne fait pas de lui un diplomate. Merci Timothée. Alors, bonsoir le plateau d'Oulou Africa. Moi, j'ai une interrogation. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont cités? Bongo, Sassou, Obiang. Je n'ai jamais entendu que le doyen Paul Biya a des villas en Occident ou des biens mal acquis. Les familles citées sont... c'est bien l'Occident qu'ils acceptent le revers de la médaille. Un proverbe dit ceci: quand tu manges l'argent du diable, accepte les conséquences. C'est monsieur Ebinda Gislain Fabrice depuis Libreville au Gabon. Merci pour la contribution. On prend rapidement. Monsieur Ebinda doit savoir que, par exemple, le pays dans lequel la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, a le plus d'investissements, c'est la France. Les États où des officiels ont le droit d'investir dans des pays étrangers. Maintenant, il existe ce qu'on appelle le droit pénal international, qui est régi par des principes tels que l'a évoqué tout à l'heure, l'entraide juridique, les principes de la loi du fort, ainsi de suite, qui font que tant qu'il n'y a pas collaboration judiciaire entre les différents appareils étatiques, on ne saurait déclencher de telles actions. Merci Timothée et Somba. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va rester attentif à cette situation qui n'honore ni justement la France, ni même la justice française. Parce que là, il a été carrément clair qu'il y a eu atteinte, certainement, à l'honorabilité d'une première dame africaine. C'est qui, à bien des égards, Stéphane, bien des égards, je ne voudrais pas que vous soyez gentil comme ça sur cette question. Les Africains doivent se désolidariser de ce genre d'attitude. Oui. Les Africains ne doivent plus suivre ce genre de comportement. Et M. Messingué le disait, les Africains doivent savoir qu'on a en face des gens qui veulent jouer à un jeu. Mais que ce genre d'annonce ne puisse émouvoir que les leurs. Chez nous, en Afrique, on ne rentre pas là-dedans. Merci. Moi, je voulais dire... En 30 secondes. En 30 secondes, je dis, il faut que le peuple français interpelle ses dirigeants à rentrer dans l'histoire. Monsieur Messingué parlait de la roue de l'histoire. L'époque où les pays de l'Afrique, de l'Europe de l'Ouest pensaient être la conscience du monde est terminée. Pour preuve, ils se retrouvent aujourd'hui être vassalisés par leurs alliés. Ne pense-t-il pas qu'ils risquent aussi d'être vassalisés par leurs alliés en Afrique? Parce que Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Parce que, 30 secondes. non, il faut le leur dire. Il faut qu'ils comprennent que nous aujourd'hui, Oui. nous sommes prêts à régler nos problèmes en interne. Merci. Voilà. Et que nous n'avons pas besoin de leçons de justice ou de quoi que ce soit venant d'une justice corrompue. Encore plus, qu'est-ce qu'ils entendent par justice enquête internationale? Merci. Faut-il croire que les pays de l'Europe de l'Ouest sont des représentants de la justice internationale? Non. Merci. Je voudrais faire un constat. Rapidement, on sort. En 15 secondes. Au vu de ce que on a des investisseurs camerounais, africains, qui vont investir à l'extérieur pour avoir plus de devises et qu'on se rend compte que ces devises sont confisquées. Je pense donc que les investisseurs africains ne doivent plus aller dans ces pays-là parce que justement, ils se rendent compte que ça a confisqué. Nous avons des investissements qu'un homme d'affaires, la personne de Théodorine Obiang, a investi en France, on a confisqué cela. Donc on ne peut plus, il faut clairement le dire. Il y a d'autres pays, il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Asie du Sud-Est, ainsi de suite. Où on peut faire de gros investissements. Il y a la Chine. Il y a la Chine. Au lieu de rester là, aller avec des gens qui, à chaque fois que vous avez investi,
il trouve le moyen de confisquer cela avec des démarches qui sont discutables et qui sont vraiment bancales. Rédhibitoires. Merci, merci. Une petite c'est une révélation. La Sosucam ne dispose d'aucun bien au Cameroun. Même les véhicules, ils les prennent en leasing. Ceci devait donc nous interpeller. Maintenant, sur les fondements juridiques, il existe une convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Mais elle ne s'intéresse qu'aux officiels et non aux collatéraux. Merci, merci Timothée et Somba. C'est qu'on pouvait dire concernant cette affaire. Nous resterons attentifs justement au déroulé de cette situation qui met en scène malheureusement une première dame africaine. À tout de suite. Retour sur le plateau, après avoir abondamment épilogué sur les turpitudes congolaises, on quitte justement Brazzaville pour aller pas très loin. Nous restons dans la CEMAC et nous allons du côté de Libreville avec cette abondante actualité inhérente justement à cette présidentielle qui est annoncée de ce côté. Les dernières actualités justement, on en parlait, nous amènent et nous font savoir que justement il y aura désormais 4 candidats qui vont justement se positionner pour l'échéance. On parle là de M. Alain-Claude Bilibinze qui est un ancien Premier ministre, Joseph Lapensé et Singone et Stéphane Germain Iloko Boussengi qui justement vont candidater avec justement à leur côté candidat qui semble avoir déjà les faveurs de nombreux Gabonais. On parle ici du président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une fois que nous l'avons dit, on va donc ensemble essayer, alors que la présidentielle se profile, de revenir justement sur des aspects inhérents à ce qu'on pourrait qualifier de bilan pour justement le CTRI. On sait que c'est ce mouvement qui avait encadré justement l'arrivée au pouvoir le 30 août 2023 du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup essayent justement de se tourner vers la présidentielle. On va d'abord, avec vous, cher Jean de Dieu Vouna, essayer de nous appesantir déjà sur justement une esquisse de bilan. Sur le plan social, par exemple, on a beaucoup vu le général sur le terrain, on l'a vu très proche des populations. Est-ce que vous pensez qu'il sera parvenu en si peu de temps, à justement combler le déficit social qui était inhérent au régime du président Bongo, qu'on a soupçonné d'avoir plus ou moins abandonné les Gabonais à leur triste sort? Comment peut-on remplir ou bien combler un fossé de 55 ans de règne d'une famille? Prétendre cela, ce serait une supercherie. Oui. Ce serait une tromperie vis-à-vis du peuple gabonais. Je pense que le président de transition a fait de son mieux pour stabiliser le pays sur le plan social, parce que le peuple gabonais en avait marre. Il a fait de son mieux pour refonder des institutions avec une nouvelle constitution. Il a fait de son mieux pour essayer de, j'ai regardé des vidéos, de balayer un système qui était mis en place, un système de corruption qui ne fonctionnait que, qui circulait, qui avait des circuits au niveau des familles. Oui. Et il a essayé de briser cela. J'ai regardé des voix se lèvent aussi du côté de Libreville pour dire que apparemment ce sont les mêmes qui sont d'une façon ou d'une autre restés aux affaires. Non, écoutez, il faut qu'on se comprenne. Lorsqu'on prend le pouvoir, il n'est pas indiqué de balayer
tous ceux qui sont font partie du régime, avec qui on va travailler. Oui. Parce que ceux qui font partie du régime ont de l'expertise au niveau de la gouvernance. Ils ont de l'expérience même. Et cette expérience, vous en aurez besoin. Même que ce soit... Il est question ici de changer le contenu du système. Oui. C'est-à-dire dans son fonctionnement, dans le type de gouvernance. C'est ça qui est plus important et non pas des individus. Oui. Parce que, et c'est ça qui pose problème en Afrique. On pense que lorsqu'il y a élection, on va balayer tout le monde. Non, il y a des gens qui ont des clés de certains. Quand je parle des clés, je parle d'expérience, d'expertise Oui. dans certains leviers de l'économie ou de certains pans de la gouvernance d'un pays. On ne peut pas donc les balayer du revers de la main, soit disant qu'on est venu faire le Alors, nettoyage. pour ce qui est du président Oligui, Oui. on l'a vu sur le terrain, mais Oui. beaucoup ont estimé aussi que sa trop grande proximité l'a mené à faire quelques dépenses qui étaient difficilement soutenables, pour l'économie gabonaise. Est-ce que vous pensez que, en voulant être trop proche, le président Oligui n'a pas trop fait attention à la dépense? La question ici, c'est il fallait... Qu'est-ce qui l'a amené à aller vers le peuple? Oui. Il était question de redonner espoir au peuple. Et un peuple sans espoir est incapable de produire. Il fallait redonner l'envie à ce peuple qui était fatigué, qui croupissait sous le joug d'une famille. Et son approche est louable. Certains ont traité cette approche de populiste, mais je crois que à un certain moment, il faut se rendre à l'évidence qu'il faut briser la barrière. Il y avait une barrière entre le peuple et ses gouvernants. Il est allé, oui, si cela a coûté un certain prix Oui. sur le plan économique, sur le plan de la dépense publique, mais est-ce qu'il est allé donc acheter une villa de luxe à Paris? C'était à l'endroit de ce peuple qui avait besoin de son secours, qui avait besoin de l'eau, qui avait besoin du courant. J'ai regardé par exemple une vidéo où il parlait il interpellait les ingénieurs gabonais qui ne faisaient pas leur travail. Et ceci m'a plu. S'il avait pris de l'argent pour se faire des vacances, pour s'offrir des vacances, pour acheter une villa, pour faire ci, on aurait dit que il est venu en jouisseur. Mais s'il a fait ses dépenses, il est vrai que derrière cela, nous avons vu les gendarmes de la Banque mondiale qui commençaient à crier un déficit de 17 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que c'est qu'un 17 milliards de francs CFA pour un peuple qui a besoin de l'espoir, de repenser et d'espérer un avenir meilleur? Merci. Merci Jean de Dieu Vouna. Oui. On vous aura reconnu là sur les questions sociales. Alors, le président Oligui a justement déposé sa candidature pour l'élection à venir. On va l'écouter au sortir justement de cet acte majeur. Déjà, bonjour, messieurs et madame de la presse nationale. Je suis heureux aujourd'hui de vous informer que le ministère de la Défense nationale a répondu favorablement à ma mise en indisponibilité. C'est dire qu'aujourd'hui, et depuis le 27 février 2025, je suis apte à faire de la politique et même à occuper la fonction suprême. Alors, Monsieur le Président, après votre mise à disposition, sur quelle bannière allez-vous aller aux élections présidentielles de 2 avril prochain? Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison à créer un parti. Le temps ne nous le permet pas. Mais comme tous les autres, j'irai en indépendant. Je mettrai en place une plateforme que nous allons appeler le mouvement des bâtisseurs. Merci à nos confrères de 241 Medianet du Gabon pour ces images exclusives. Alors, Jean-Moïse Mbok, le président Oligui, désormais donc est candidat à justement l'élection présidentielle. Il annonce la création d'un mouvement, les bâtisseurs. Mais beaucoup, avant d'aller vers le mouvement, s'interrogent justement sur
le volet politique. Rien que 4 candidatures ont été validées sur 23, ça pose un problème. On se serait attendu à ce que le leader Ndosa, hier, présenté comme vainqueur de l'élection présidentielle, soit dans la course. Beaucoup disent que l'âge n'aura pas joué en sa faveur. Quid du PDG qui semble lui aussi écarter définitivement de toute affaire politique du côté du Gabon. Est-ce que le président Oligui a justement le boulevard ouvert pour la mission qui est la sienne, c'est de diriger le pays? Boulevard ouvert, je vais dire non. Et je l'ai dit en mesurant mes propos. Vous savez quand même que le Gabon a connu une crise majeure, celle des élections avant les dernières, entre Ali Bongo et Jean Ping. Oui. Où c'est allé vraiment dans tous les sens et ça a créé une rupture dans ce peuple-là. Et le président Oligui, quand il prend les fonctions dans la transition, réussit à faire ce que le peuple attendait. Premièrement, c'est réunir les différents acteurs, secteur par secteur, échanger avec eux, oui, et leur montrer une nouvelle approche. Quand je l'entends dire que c'est depuis le 27 janvier, février, je crois, qu'il est habilité à faire de la politique, je salue son humilité. Il a vite appris. Les cours de la politique. Oui, il a très vite appris parce que dès qu'il prend la transition en charge, il comprend bien qu'il a en face de lui un peuple qui a d'abord besoin de dialogue, oui, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être rassuré aussi, parce que comme mais au-delà du peuple, vous pouvez être sur l'aspect politique, mais les partis politiques quand même aussi ont eu l'impression d'être assez bridés. Donc on arrive de ce côté, de ce côté. M. Metsenga avait généralement raison quand il parle de la dangerosité d'un coup d'État, c'est que ça crée une phobie, ça crée un malaise. Oui. Lui, il a rapidement compris en tant qu'officier supérieur et il a tout fait d'amener la calmie dans le milieu des affaires. Il s'est assis, il a échangé avec eux. Ils ont parlé de leurs différents besoins. Quand on parle de la dépense exagérée, non, il a commencé déjà par payer la dette. Il a payé une partie de la dette externe, la dette interne. Donc ces dépenses commencent par satisfaire déjà les hommes d'affaires en interne. Oui. Pour dire, vous avez des blocages de paiement, on va se débrouiller pour commencer à vous payer. Donc c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, c'est une dette que le Gabon devait et il fallait qu'il paye. Donc dans le milieu des affaires, il a réussi quand même à créer la calmie. Au niveau des populations, il est dans les quartiers, toucher du doigt les problèmes des Gabonais. C'est quelqu'un qui va vous sortir un problème politique très fort. Beaucoup sur l'aspect politique. Parce que Stéphane, vous avez commencé par le bilan. Oui. Avant d'arriver sur les aspects politiques, j'aimerais qu'on comprenne à qui on a affaire. C'est important. Oui. C'est très important. C'est un militaire. C'est un militaire. Pas que. Aujourd'hui, c'est un civil un militaire mis à la disposition des civils. C'est un civil en même temps. C'est un civil qui aujourd'hui veut occuper ses fonctions présidentielles. Mais il a construit son parcours en très peu de temps. Il a fait ce que beaucoup de ces hommes politiques justement qui ont été mis à l'écart n'ont pas pu faire. C'est-à-dire, bon, vous allez me dire il tenait les leviers, ok, c'est à son avantage. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on n'attend pas d'un militaire forcément qu'il ait cette hauteur de gestion. On n'attend pas d'un militaire qu'il ait cette facilité de proximité avec les populations. Et pour moi, la clé de ce qui peut amener un adoubement aujourd'hui sur lui, c'est le grand dialogue. En fait, c'est le dialogue national inclusif au niveau du Gabon où il a amené tous les Gabonais à s'exprimer, à dire quelles sont leurs craintes, leurs peurs, leurs attentes. Aussi que les partis politiques avaient été exclus. Non, laissez le volet des partis politiques. Je dis que ce n'est pas un gros sujet. On va arriver à ça. On va arriver à ça. Non. La classe politique. Quel Gabonais parlait? Vous savez, Stéphane, ne nous faites pas venir dire ici ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas dit. La majorité des partis politiques qui ont été sanctionnés et mis de côté étaient des partis qui étaient de connivence avec le PDG et qui avaient des émargements compliqués. Il ne faut pas qu'on rentre dans une discussion qui va nous créer d'autres problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne sait pas, le président Oligui ne s'est pas assis tout seul et a décidé qu'on enlève tel, on enlève. Non! Il y a eu des vérifications, il y a eu des constats et il y a une commission qui a traité le parcours de tous les différents partis politiques. Pour qu'on arrive à exclure jusqu'au PDG, il a fallu argumenter et le défendre. Donc que le PDG ne soit pas là aujourd'hui, ça s'explique parce qu'il y a une loi qui avait été prise contre le pour 3 ans, je crois bien, d'une activité politique. Donc pour arriver aux hommes politiques, on a d'abord quelqu'un qui a montré aux Gabonais qu'il s'intéresse aux Gabonais. Il s'intéresse à leur bien-être, il s'intéresse à leur développement, mais aussi il s'intéresse à la bonne relation sous-régionale.
de son tour avec les autres. Maintenant, on parle d'une vingtaine de candidats. Moi, ce que je déplore un peu, c'est les 3 dames qui ont été radicalement mises de côté. Oui. J'aurais quand même voulu qu'il y ait une dame. On connaît quand même la capacité, vous vous souvenez, Rogombe, quand même, oui. Le Gabon a ces dames qui sont quand même fortes, qui ont des capacités importantes. Moi, le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est que ces dames n'aient pas été associées à la course. Mais pour moi, de la société civile, je continue de dire, je l'ai dit la dernière fois, Monsieur Oligui n'a pas pu le pouvoir pour venir jouer avec, ou pour venir donner aux gens. Tous ceux qui peuvent être mis de côté, il va les mettre de côté. C'est de bonne guerre. Tous les hommes politiques le font. J'étais un coup d'œil au Cameroun. Il y a des partis qui sont un parti, ils sont déjà 3, ils sont déjà 4. Donc c'est de bonne guerre. Oui. Donc si au Gabon, Monsieur Oligui fait ce qu'il fait, le plus intéressant pour moi, et je sors par là, c'est que, Monsieur le Président, vous avez écouté ce que le peuple demande. Vous avez entendu les attentes du peuple. Les Gabonais sont plus ou moins fatigués de ces gouvernants sulfureux qui sont toujours très loin du peuple, comme le docteur vous le disait, oui. Et qui ne s'occupent pas des difficultés des populations. Moi, j'étais au Gabon, j'étais à Libreville. Quand on parle de bidonville, il y a de vrais bidonvilles à Libreville. Oui. Et il faudra que le président puisse traiter ce genre de problème. Une fois qu'il l'aura fait, qu'il fasse 1 mandat, 2 mandats, il faudra qu'il marque d'une pierre blanche son passage à la tête du Gabon, si jamais il est élu. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, il existe un autre aspect sur lequel le président Oligui est véritablement attendu, c'est l'aspect inhérent à l'apaisement social. Nous allons prendre un second extrait qui nous amène justement à nous interroger sur le sort réservé à l'ex-famille présidentielle, avec au premier plan l'ancien chef d'État Ben Ali Bongo. Dans une rare interview accordée à Jeune Afrique, l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est exprimé sans détour sur sa situation actuelle. Assigné à résidence depuis le coup d'État du 30 août 2023, celui que certains surnomment désormais le reclus de Libreville ne cache plus son exaspération. « J'en ai marre », a-t-il confié, avec le ton empreint de lassitude et d'amertume. C'est dans sa résidence de la Sablière, sous haute surveillance, qu'Ali Bongo a reçu l'équipe de Jeune Afrique. D'après Ali Bongo Ondimba, il est privé de liberté de mouvement et reste sous le strict contrôle des nouvelles autorités militaires. Mais ce qui le touche le plus, c'est l'incarcération de ses proches, notamment son épouse Sylvia Bongo et son fils Nourdine Bongo Valentin, accusés de détournement de fonds publics et de corruption. Personne ne mérite ce traitement. Ils m'ont tout pris, même ma famille, confie-t-il avec émotion. Malgré ses multiples appels à leur libération, il affirme n'avoir reçu aucune réponse des autorités de la transition. Depuis sa chute, Ali Bongo dit avoir sollicité plusieurs audiences avec son successeur, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien chef de la garde républicaine et autrefois homme clé de son régime. Mais ces requêtes seraient restées sans réponse. Je veux juste qu'il me regarde dans les yeux et qu'il m'explique pourquoi. Pourquoi ce silence? Pourquoi cet acharnement? S'interroge-t-il. Le nouveau pouvoir engagé dans une transition censée remettre le Gabon sur une nouvelle trajectoire semble vouloir tourner définitivement la page du régime Bongo qui a dominé le pays pendant plus de 55 ans. Alors que la transition doit aboutir à des élections le 12 avril 2025, l'avenir d'Ali Bongo reste incertain. Son état de santé, fragilisé depuis son AVC en 2018, ajoute à l'incertitude entourant son sort. Sera-t-il libéré de ses restrictions ou maintenu sous surveillance jusqu'à la fin de la transition? Pour l'heure, l'ancien président continue de dénoncer son isolement, mais son cri semble sans réponse. Retour sur le plateau après cet état de lieu de la situation dans laquelle se trouve l'ex-chef d'État Ali Bongo. Alors, Timothée Somba, cette question de la famille Bongo, de l'héritage et de ce qu'on en fait semble véritablement heurter et réveiller certaines susceptibilités et même sensibilités dans l'espace public gabonais. On voit là le président Ali Bongo affaibli par la maladie, mais surtout lui-même met en avant le sort inhérent à sa famille, Sylvia et Nourdine, qui sont encore en prison sans jugement. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que véritablement cette page se tourne, que peut-être le président Oligui fasse preuve de mansuétude, de clémence à l'africaine pour qu'on passe à autre chose? En regardant ce reportage, je m'étais toujours posé la question de savoir d'où était venue l'inspiration à la maman d'Ali Bongo de chanter « Les nés avant la honte ». Je crois que c'est son fils, Ali Bongo, qui lui a inspiré cette expression. Parce que visiblement, ce monsieur est né avant la honte. Il n'a pas
compris qu'il doit dire merci à Oligui Nguema. Comment ça? Ali Bongo est qualifié pour se plaindre. Le Gabon est au sol aujourd'hui à cause de qui? Les Oligui Nguema sont intervenus à cause de qui? Il est dehors justement parce qu'il est malade. S'il n'était pas malade, il serait au trou. Peut-être même il serait déjà à 2 pieds sous terre. Ce reportage me fait comprendre à quel point le général Clotaire Oligui Nguema est un homme clément. Il permet même à Jeune Afrique d'aller interviewer Ali Bongo. Il permet à Ali Bongo de se plaindre. En fait, il le met face aux Gabonais. Pour que les Gabonais comprennent que l'une des causes de vos malheurs a le toupet de se plaindre. Ceux qui avaient encore des doutes sur le bébé. On parle quand même de Oligui qui a été lui aussi un très proche d'Ali Bongo dans la gestion. Quand vous regardez le parcours d'Oligui, est-ce qu'Oligui était très proche parce qu'on l'aimait trop? Oligui a d'abord été exclu. On l'a balancé comme attaché militaire au Sénégal. Même pas dans un pays où il pouvait se faire une certaine santé financière. Lorsque vous êtes un membre compétent de la garde républicaine gabonaise et que c'est au Sénégal, là, qu'on vous a comme attaché militaire, c'est quoi? Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une régression. Donc, à un moment donné, il faut que les gens sachent dire merci. Qu'Ali Bongo dise merci. Qu'il demande pardon au peuple camerounais, au peuple gabonais, qu'il a floué pendant des années, et qu'il aide Oligui Nguema, comme il a promis lorsqu'on le mettait en liberté, qu'il aide Oligui Nguema à panser les plaies des Gabonais. Quid de Noudine et de Sylvia, eux ils peuvent mourir là-bas. Noudine et Sylvia ont été pris en flagrant délit de possession d'énormes sommes d'argent. Il y a eu un procès, exhiber quelques moyens d'argent devant des personnes ne fait pas de vous un coupable. Stéphane, lorsque vous exhibez déjà, on parlait des biens mal acquis tout à l'heure, là où l'argent n'a pas été exhibé, mais lorsque vous parvenez déjà, la thésaurisation est une infraction pénale. Lorsque vous parvenez déjà à avoir des milliards en votre possession. Était-il le seul, Timothée? Non, il a pris tout le monde, s'il n'était pas le seul. Ce n'est pas une justice sélective. On a d'abord pris tout le monde. Et la justice va sur son cours. Mais ne demandez pas au Oligui Nguema d'arranger tout le Gabon en un an. Mais nous oublions, il y a des transitions qui ont fait 3 ans. Timothée, restons sur un cas précis, parce que n'allons pas dans tous les sens. C'est pertinemment que le président Oligui ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais nous avons une situation qui gêne à la limite. Qu'est-ce qu'on fait d'Ali Bongo et sa famille? Mais c'est pas vous qui définissez ses priorités. Non! Il définit ses priorités. Ce plateau, il définit ses priorités. Il définit ses priorités. Il n'y a pas eu des gens au Gabon qui ont bénéficié de l'argent de la famille Bongo. Vous savez qu'il avait affaire de l'argent. Vous savez qui a conduit le dialogue national au Congo? Voilà. C'est l'archevêque de Libreville. Au Gabon. Au Gabon, c'est l'archevêque de Libreville. Oui. Ça veut dire qu'Oligui Nguema n'était pas le président du dialogue. Il s'est mis à l'écart. Oui. Et il a confié cela au clergé qui détient les confessions, au clergé qui a les mots pour éviter de heurter les sensibilités. Ali Bongo aujourd'hui gagnerait à se taire et laisser se construire le nouveau Gabon. Ce nouveau Gabon qui ne l'a pas exclu, mais qui a accepté de le laisser dans sa villa. On aurait pu saisir ses biens. Il a construit cette quoi? Avec quelles ressources? Il avait quand même un statut de chef d'État. Mais sans salaire officiel. Le président Omar Bongo était chef d'État. Oui, le père était chef d'État, le fils est devenu chef d'État. Ils ne nous ont jamais dit combien il gagnait pour s'offrir des villas. Et lorsque vous regardez cette villa, ce n'est pas une villa banale. Donc, quand Ali Bongo, qui soit Ali Bongo, là où il est là, c'est domestique. Il jouit du statut. Il y a quelque temps, il se plaignait de ne pas recevoir le salaire. Il jouit d'un statut d'ancien chef d'État. Donc, il vit en ce moment aux frais du contribuable gabonais. Oui. Il se soigne en ce moment aux frais du contribuable gabonais. Je peux comprendre que son regain de vitalité fait qu'il a besoin de sa tendre épouse. Oui, mais il serait bon qu'il se calme. Vous savez,
Reconstruire un pays après une déchirure nécessite une convergence de forces. Il n'est pas bon, je trouve le timing assez malsain. Et moi, je suis partenaire de la France, mais à un moment donné, certains de leurs agissements me posent souvent un problème. Je trouve le timing assez malsain. Nous sommes à la veille de la présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines. Oui, le 12. Vraiment, est-ce que c'est le moment pour Ali Bongo de gêner en public, de se plaindre? Non. Il a tenu le Gabon de main de maître pendant 14 années. Il a fait gérer le Gabon par procuration, par sa femme et son fils, pendant pratiquement 4 ans. Parce qu'il a brigué le dernier mandat pour ne pas le mener à son terme. Alors, qu'il laisse le nouveau Gabon se reconstruire, qu'il demande pardon au peuple gabonais Et lui et sa famille. et qu'il utilise la diplomatie de couloir pour obtenir la libération de sa femme et de son fils. Parce qu'à la réalité, si en ce moment-ci, Madame Bongo et Nourdine sortent, le Gabon replonge dans le chaos. Le peuple, à un moment donné, excusez-moi l'expression, mais le peuple, à un moment donné, a besoin du sang. Et le sang ne signifie pas qu'il faut tuer des individus, Merci. mais il faut abolir l'impunité. Je vais sortir en disant ceci. Des vidéos ont été rendues publiques, des sextapes organisés par les 2 personnes dont je n'ai plus besoin de prononcer le nom, avec les influenceuses qui partaient de Côte d'Ivoire à coups de millions. C'était 15 millions la nuit avec 3 femmes et autres. Ce sont des faits vérifiables. Est-ce que ce sont des individus comme ça qu'on doit banalement mettre en liberté au moment où on a rejeté le projet de légalisation de l'homosexualité que eux voulaient amener au Gabon? Est-ce que c'est le moment où une certaine ethnie majoritaire au Gabon qui a été ostracisée et qui aujourd'hui revient à la table des négociations politiques, est-ce que c'est vraiment le moment pour la famille Bongo de commencer à faire des revendications? Où est la grande sœur d'Ali Bongo? Où est Pascaline Bongo? Est-ce qu'on a attendu se plaindre? Vous pensez qu'elle n'est pas malaisée? Elle aussi, elle est mal à l'aise. Merci Timothée. Merci. Je vais revenir dans le plus tard. On va donner la parole à Simon Messenger qui fait des grands gestes. Qui fait des grands gestes et qui normalement aussi doit dire son mot sur cette situation. On essaye, avant de basculer totalement vers la présidentielle, de nous appesantir sur la situation réelle du Gabon à l'heure actuelle. On a balayé le côté social, on a justement resté sur le sort inhérent à la famille Bongo qui interpelle sur le statut même d'ancien chef d'État. Lorsqu'on voit de pareilles images, c'est pas la raison pour laquelle nos chefs d'État ne veulent pas partir du pouvoir et ils y restent de façon éternelle pour ne pas avoir à subir des arrestations de femmes et d'enfants et des mises à l'isolation comme c'est le cas pour Abdoulaye Wade et Abdou Diouf sont partis. Simon Messenger, allez-y, s'il vous plaît. Ali Bongo n'a pas fait de coup d'État. Mais Olingi Nguema est un putschiste. Ça, il faut le savoir. Et de deux, le Gabon se porte très mal. Il ne faut pas se moquer des Gabonais en racontant des choses juste pour plaire. Je comprends même pourquoi est-ce que l'élection est très vite faite, parce qu'en réalité, après, Gabon entre en récession. Parce que vous n'avez pas un gestionnaire à la tête du Gabon. Vous êtes futurologue. Vous voulez parler. La récession particulière. Moi, je veux vous dire, s'il vous plaît. Moi, je vous fais les dates. Parler. Le Gabon en 2023, quand Ali Bongo était là, avait un PIB par habitant de 7 800 $. Ça fait 12 821 francs par jour des Gabonais. Avec un SMIC de 150 000 francs CFA. Vous dites que quand le Gabon était à genoux, vous parlez de quoi? Vous parlez d'hier? Non, mais écoutez un peu. Sur les papiers ou sur la réalité? Écoutez la réalité. Les Gabonais avaient Votre réalité, les Gabonais avaient ça. Votre réalité, moi je n'aime pas la querelle. Votre réalité se base sur quoi? Je crois qu'il y a des cadrages de gestion des États et qui sont homologués par le système international. Le système. Donc vous ne pouvez pas parler d'un État sans toutefois avoir un certain nombre d'éléments. National vous plaît quand ça vous arrange. Quand on dit que le PIB du Rwanda, je vois qu'en fait vous voulez faire l'apologie de l'Olingi, moi je vous laisse faire. Mais moi je crois une chose, c'est quoi? C'est que nous sommes là en train de béatifier un mauvais gestionnaire. Bon. Qui a pris, ça vous engage. Non, ça ne m'engage pas, c'est des faits. Non, ça vous engage tout seul. C'est des faits. Qui a pris le pouvoir, qui a pris le pouvoir par les armes.
C'est tout ce que vous avez à dire. Oui. Non, je suis en train de parler. Je suis en train de parler avec des chiffres à l'appui. Des chiffres à l'appui. Personne n'est mort avec les armes. Vous parlez de mort. Personne n'est mort Vous d'abord. parlez de mort. Ça va encore que c'est la seule chose que je vous dis une chose. Il a peur de quoi? Je vous dis. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'affaire de J'ai un problème, c'est quoi attends, vous voulez avoir peur de quelque chose? vous avez peur de quoi? Vous voulez brouiller quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peur de quoi? Vous voulez brouiller la Il n'y a vérité? pas risque de dire qu'il La vérité va sortir. C'est d'abord entre vous. Et ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que chaque Gabonais en sera responsable. Il faut le savoir. Une chose est sûre. À mon don vision, on voit quelque chose qui ne tient pas la route. C'est laquelle? Mais on est dans une situation où on veut donner l'impression, je vous rappelle aujourd'hui, qu'en un an, le taux de chômage a grimpé de 21%. Alors qu'il était de 7,3% en 2023. Bon Dieu. Je vous rappelle que la Covid a trouvé à Libongo, où tous les pays avaient un taux de croissance de moins. Le Cameroun avait moins 1,5%, le Gabon avait près de moins 2,3%. En un an, on a ramené le taux de croissance en sens positif, de plus de 2% au Gabon. Vous dites que c'est ce président-là qui était mauvais, parce que vous voulez béatifier un putschiste. Bon Dieu, très bien, très bien, très bien. Mais je crois à une chose, c'est quoi? C'est que, pour l'instant, il ne bénéficie pas de l'assentiment du peuple. Il a pu... Là, on peut poser des questions. Non, non, Comment écoutez, est-ce que vous jugez l'assentiment? très bien, vous posez une très bonne question. Comment est-ce qu'on juge l'assentiment? L'assentiment du peuple dans un pays comme le Gabon se mesure dans les urnes. Voilà. Très bien. Et donc, Oligui Nguema ne peut pas se prévaloir de parler au nom du peuple. Ah. Très bien. Si au moins nous sommes d'accord, maintenant, dès qu'il sera élu, il le sera. Donc, 400 000 Gabonais au référendum, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas Oligui Nguema qu'on partait voter. C'était le projet constitutionnel conçu par qui? Conçu par qui? Oui. Vous parlez de quoi? Lui, il a emporté à 91%. Vous parlez de 8. 91%. Quand vous êtes dans un état militaire, Quel état militaire? Vous connaissez quel état militaire? Vous savez ce qu'on appelle un état militaire. Un état militaire, c'est un état militaire. Non, écoutez. Nous ne faisons pas cette leçon. Un état militaire, c'est un état qui a sa tête une junte militaire. Au Gabon, un militaire au Gabon. Est-il pas militaire? Non, Omar Bongo était un démocrate, il a été élu plusieurs fois. Il faut arrêter ça. Ce que j'ai dit, arrêtez ça. Monsieur Messenger, La vérité est l'histoire. La vérité finira par ça. Je vois que tu personnes sont contre moi parce qu'ils ne veulent pas. Nous ne sommes que les gens suivent. Je prends les notes. Prenez les notes. C'est l'histoire. Parce que les Gabonais doivent Omar Bongo. Non, Comment Omar Bongo accède-t-il au Non, les Gabonais doivent suivre. Prenez les notes. Moi, je prends les notes. Tu veux quoi? Alors, je suis en train de dire ceci. allez-y, vous allez bientôt chuter. Très bien. Je suis en train de dire ceci. En 2024, pourquoi la Banque mondiale a suspendu ses décaissements au profit de l'État du Gabon? Pourquoi la Banque internationale pour la reconstruction et du développement, la BID, a suspendu ses décaissements? Oui. C'est par mauvaise gestion. Vous avez quelqu'un qui fait une gestion populiste. Écoutez, Une gestion? mon Dieu, qui répond aux besoins du peuple. C'est pas un ping-pong entre vous et moi. Allons-y. Vous parlez de quel peuple? Le peuple, il mangeait cet argent. Je dis ceci. Vous parlez du peuple comment? Vous êtes élu du Gabon. Il est élu du Gabon. Laissez que le peuple parle dans les urnes. Mon Dieu. Alors, nous sommes en train de dire ceci. On se retrouvait avec un drame en décembre dernier. Oui. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Sinon, ça va dans tous les sens. Oui. Alors, je suis en train de dire ceci. Merci parce que la transition finit. Et que les Gabonais prennent leurs responsabilités. Qu'ils prennent cette responsabilité sans toutefois être influencés par ces artifices. Vous avez de qui? Alain Claude Billy Bizet, qui est l'expérimenté ministre. Je vais vous dire, un soldat est fait pour défendre l'intangibilité des frontières, un homme politique est fait pour gérer la société. Oui. Et donc, le peuple souverain et maître de son destin du Gabon doit jouer son rôle à fond. Parce que justement,
il lui revient, parce qu'il s'agit de sa vie. Il ne s'agit pas de dire que on voit des gens, on prend un président élu, démocratiquement élu. On lui fait comprendre qu'en fait, il ne doit pas être là parce que, ainsi de suite, on fait des procès kafkaïens. Quoi? On fait des procès kafkaïens et on se retrouve. Merci. Je crois que... Je sais pas, permettez-moi de chuter. Alors, je suis en train de dire ceci. C'est que, aujourd'hui, tout ce qui a été fait pendant la transition doit être mis en dehors de la volonté du peuple souverain, doit être mis en dehors de la démocratie. La démocratie commence à partir de cette élection. C'est vrai, il y a certains candidats qui ont été mis de côté et donc on peut discuter de tout, mais ceux qui sont là, au moins, on a un ancien vice-président, on a un ancien premier ministre qui est là, qui a une expérience avérée. Oui. On a d'autres civils qui peuvent aisément... Mais qui est marqué de l'ADN, qui veut justement, réfuter le peuple avec le PDG qui a automatiquement... Écoutez, et il y a une chose dont les Gabonais, sur lesquels les Gabonais sont en train de tomber dans ce même piège, c'est de dire qu'il y a des partis qui structurent la politique dans un pays. On ne peut pas écarter le PDG. Parce qu'en fait, c'est même la dans un truc taillé sur mesure, comme vous voyez là, en fait, le PDG est un grand parti politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, ça va les rattraper. Parce qu'on croit très bien que, parce que j'ai entendu des gens dire qu'ils sont candidats indépendants. Candidats indépendants, sans appareil politique. On se retrouve dans des choses qu'on voit dans certains pays où des enfants sont arrivés et on dit qu'ils sont présidents. Et à la fin aujourd'hui, ce pays est à genoux. Politiquement, ça va dans tous les sens. Une chose, le Gabon et les Gabonais sont au carrefour de l'histoire. Merci. Et ils doivent prendre leurs responsabilités sans artifice. On vous a suivi. Jean de Dieu Vouna, 2 minutes, parce que le temps va nous manquer. 2 minutes, en 2 minutes, que dirais-je? Nous avons des candidats indépendants. Il n'y a pas que le président de la transition. C'est une stratégie de refondation même de la démocratie. Inventée par qui? De la démocratie gabonaise. C'est-à-dire quoi? Donc, plateforme, quel juge est parti? Permettez. Il n'y a pas que lui, l'ancien Premier ministre a une plateforme aussi. Une stratégie, non? Non, je dis, permettez, par la nouvelle élite en place par qui? Par la nouvelle élite politique gabonaise de refonder même le type de parti politique qui doit briguer dorénavant, qui doit incarner dorénavant la démocratie gabonaise. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des plateformes. Il n'y a pas que le président de la transition. Il y a l'ancien Premier ministre qui aussi a fondé sa candidature sur une plateforme avec la société civile. Pourquoi les autres candidats ont été écartés? Les syndicats et autres, je ne suis pas de la commission qui juge qui devrait être là. Mais je dis une chose qui est vraie, c'est que si vous vous fondez sur les données de ceux qui se disent gérer l'économie mondiale, je vais vous dire que ces données sont faussées. Et ces données sont faussées. Pourquoi? Parce que je vous prends un exemple simple. Mais aujourd'hui, le Niger a une croissance de 11% devant le Rwanda. Mais le Niger n'est pas vanté comme étant un pays qui satisfait la population. Je dis la nouvelle croissance. Je vous parle des données. Je vous répète les données de ceux qui vous êtes allés taper aucun pays africain n'a une croissance de 2 chiffres. Je vous dis que actuellement là, le Rwanda est à 7%. Je vous dis aucun pays. Je vous dis donc le Rwanda est derrière. Un peu. Le Rwanda est derrière à 7%. Je vous donne une information. Non, laissez-moi vous dire que le Rwanda est derrière le Niger. Mais le Niger n'est pas vanté d'apporter la croissance. Le Niger n'a pas une croissance de 5%. Je vous dis actuellement, vérifiez, le Niger est devant le Rwanda. Mais le Rwanda est vanté alors que c'est un pays qui pille son voisin. Je vous dis clairement que s'il y a eu déficit de gestion, c'est parce qu'il y avait les besoins au niveau du peuple. Non, permettez. Pas du peuple, quel peuple? Parce qu'il y avait qui est mandaté par le peuple politique, pas le peuple politique, parce que je vais vous définir 3 peuples. Il y a le peuple économique, il y a le peuple politique, il y a le peuple qui parle de mon nom. Et alors je dis que le peuple avait des besoins. S'il y a eu des dépenses,
et qu'il y a eu déficit parce que le peuple avait des besoins. On ne peut pas avoir de l'argent quelque part et laisser ses enfants affamés. Monsieur, vous êtes parents comme moi. Alors, quelqu'un, le voisin ou alors le chef de la réunion ne viendra pas vous dire que pourquoi avez-vous dépensé de l'argent qui devait c'est que vous puissiez investir un président élu. Il est question de satisfaire les besoins du peuple, monsieur Metzenge. De quoi avez-vous peur? Merci. Jean-Maurice Boc. C'est ceux qui ont dit, s'il vous plaît, Ali Bongo, s'il vous plaît, en quarantaine qui ont peur. La première chose que je vais dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de tenir ce discours dégradant envers les militaires. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Non, c'est pas particulièrement à vous. Non. Mais je dis que vous, les hommes politiques, il faut arrêter ce discours. Les militaires n'ont pas vocation à gérer un pays. C'est une vocation à garder qui les a des ressources. Ça sonne est un civil. Pourquoi il faut? Merci. Il est civil. Non, ne regardez pas. Oui. Non, on comprend ce que vous voulez dire. C'est deux poids, deux mesures. Je veux simplement dire ici que ne prenez pas les militaires, les hommes en tenue, comme les gens qui ont... Pas vous béatifier le coup d'État et la capacité. Non, laissez le coup d'État de côté. Je dis qu'il faut arrêter ce discours. Mais les militaires sont des citoyens des États. C'est des personnes cultivées. C'est des personnes, en fait, pour même défendre un pays. Et qui ont choisi. Et qui ont choisi. Pour défendre un pays, il faut le connaître. Il faut avoir la manière et la méthode. Non, il faut le dire. Non, il faut le dire. Monsieur Metzenge, il a été mis en indisponibilité. Non, il dit que... Non, nous vous informons donc que le journaliste a été mis en disponibilité lui aussi. Si vous ne le saviez pas, on vous le dit donc. Nous vous disons que les militaires condamnons l'État. De toutes les façons, ce n'est pas là-bas que nous allons. Moi, je reste dans le sujet qui est le Gabon à l'heure actuelle. Oui. Ceux qui veulent aller pleurer sur du lait versé, ça les regarde. Ils vont consommer le Gabon là-bas. Et là, vous consommez des microbes. Là, vous prenez des statistiques que vous sortez de nulle part. Non, le Gabon est là, comme par hasard, on béatifie l'Occident. Là, non, ils ont raison. Mais écoutez, après, vous allez dire, quand ça va de Cameroun, on envoie le cas de l'État, on attaque son âge. Laissez tomber. Nous sommes en train de dire ici, au peuple gabonais, si nous disons que tout va bien et que tout va mal, les Gabonais vont nous dire pendant les élections, non? Oui. Ce n'est que tout va mal et que tout va bien. Ce n'est que c'est dans les urnes que ça va se passer. Je dis bien que, M. Oligui, il faut saluer sa posture et son attitude. Il y a des gens qui ont pris la transition, c'est devenu une transition kilométrique. C'est une transition qui ne finit jamais. Il a choisi d'associer tout le peuple gabonais, de laisser tomber sa tenue le temps de la présidence si jamais il la gagne. Il faut donc que les Gabonais restent concentrés. Qu'on ne vienne pas fatiguer les gens avec les chiffres qu'on veut raconter. Je retiens une seule chose. Le président Olivier est en train de créer aujourd'hui on évite les chiffres, des PME, on évite les réalités, en association avec la BGFI pour pouvoir financer le Made in Gabon. Il rentre là dans un vrai projet. C'est la poudre aux yeux. Bon. Merci. Allez déjà, dans un vrai projet. Et je crois que les jeunes Gabonais, après les élections, si jamais il est confirmé, et à la suite, vont nous dire, il faut aujourd'hui qu'on arrête de vouloir tourner autour du pot. Restons sur la personne qui estime qu'il peut apporter un plus au Gabon. Restons sur la personne qui, avec beaucoup d'humilité, vient vous dire que je viens apprendre et je vais continuer d'apprendre. À la tête de l'État. Non. Si, Stéphane. Si. Et on rappelle qu'il n'est pas néophyte du cercle de pouvoir. Il a toujours été à côté. Et il peut aujourd'hui, mais Stéphane, ce n'est qu'une question d'intelligence. Diriger un département ministériel, une direction générale d'une entreprise ou une présidence de la République, c'est s'entourer des personnes capables de mener le travail. Oui. Ce n'est pas ça. Peu importe votre expertise politique, déficit de tant que vous allez avoir des éléphants blancs comme projet. Merci Jean-Maurice Boc. Timothée Somba, une page est en train de se tourner, mais beaucoup. C'est certainement nostalgique, voudrait justement bien regarder où est-ce qu'on va. Est-ce que Oligui, qui arrive aujourd'hui, qui se présente déjà comme un challenger, un favori pour cette présidentielle, il ne faudrait pas le cacher, est-ce qu'il a les épaules pour pouvoir porter et assumer l'ambition du Gabon qui veut justement tourner la page de près de 60 ans du régime Bongo? Stéphane, merci pour cette question. C'est comme si vous êtes rentré dans mon cerveau. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais dire pour les téléspectateurs que tous les candidats, tous les prétendants dont les candidatures ont été rejetées, ce n'est pas de l'arbitraire. C'est pour des manquements administratifs pour certains qui n'ont pas respecté le code électoral et la Constitution, et pour d'autres, pour défaut de paiement de caution. Ceci dit, ils disposent de 72 heures pour déposer des recours
pour que la Cour constitutionnelle statue. Mais en l'état actuel de leur dossier, ce serait difficile pour eux. Et je veux faire rapidement la bifurcation pour lancer un appel à ces opposants camerounais de la dernière heure. Ne faites pas comme ceux du Gabon, qui savaient depuis qu'il y aurait élection, ils n'ont pas commencé. Certains n'ont pas pu déposer les dossiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour que l'administration vous délivre un document. Vous voyez? Or, nous voici au Cameroun, pendant que les vrais partis politiques sont en train de travailler, les autres sont en train de brailler partout. Et lorsque l'élection... Oui, je ferme rapidement la parenthèse pour dire, lorsque vous vous investissez en politique, vous devez être prêt à tout moment. Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été prêts en tout instant. Dès qu'on les a libérés, ils ont pu candidater. Maintenant, une fois que je l'ai dit, Oligui Nguema, l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est un homme, un projet face à un peuple. J'ai envie de dire, ça va peut-être déplaire à certains, que si plusieurs chefs d'État avaient eu la possibilité de tester d'abord le pouvoir pendant 1 an pour savoir ce qu'il faut faire, on n'aurait pas tous les problèmes que nous avons en Afrique. Oligui Nguema a pris 1 an pour tout comprendre, tout cerner. Et au bout d'1 an, oui, il a tout compris, il a tout cerné et il vient devant les Gabonais avec un projet politique solide. Ceci dit, il ne faut pas donner l'impression que nous béatifions, que nous sanctifions un coup d'État. Les coups d'État, nous les condamnons ici de tout temps et de tout instant. Ce n'est pas nous qui avons mandaté Oligui Nguema à perpétrer un coup d'État. Oligui Nguema a fait le coup d'État. Mais aujourd'hui, moi, voisin du Gabon, ami, camarade de classe des Gabonais, quel est mon enjeu? Mon enjeu, c'est le bien-être des Gabonais. Et j'aimerais dire pour sortir qu'aucun chef d'État au monde, en période de crise, ne peut faire grandir le pays. Et il faut donc saluer l'intelligence d'Oligui Nguema qui a décidé de ne pas faire une transition éternelle. Parce qu'il a compris, on ne peut pas juger un gestionnaire en période de crise avec les frontières fermées, avec le couvre-feu qui fait que les commerces ne sont pas ouverts, ainsi de suite, avec les hommes d'affaires qui s'en vont. Oligui Nguema a compris que la période de coup d'État met le Gabon au sol. Allons rapidement aux élections pour qu'on rentre dans le bal et faire prospérer le Gabon. Merci Timothée Somba. Il nous reste 2 minutes. Je vous donne 30 secondes. Merci à la réalisation qui nous accorde 2 minutes. Moi, je voulais dire une chose, c'est quoi? C'est que vraiment, le général Oligui Nguema a fait son travail sur la transition. Il doit rentrer dans la caserne. Il a montré en 1 an qu'il était inapte à pouvoir gérer un État. Et c'est normal. Le Gabonais va le juger. C'est normal. Et c'est normal. C'est normal. Il est un général dont il a appris à gérer et à sécuriser les frontières gabonaises. C'est un chef d'État. Maintenant, lorsqu'on te dévoile les démons, maintenant, on n'a pas fait dans les c'est terrible. Maintenant, accueilli par notre chef d'État. Maintenant, il y a des hommes politiques, c'est pas juste, qui sont dans cette liste. On peut les préjugés de lui comme ça. On n'est pas d'accord. J'ai dit ceci, je le dis, je le répète. Vous le général est compétent sur la base de droit. Bon Dieu, sur la base de ce que je venais d'évoquer. En période de crise. Je sais que vous êtes son porte-parole ici. Non. Pour le moment, mais je suis en train de dire ceci. Le général Oligui Nguema a fait son travail de suivre très bien la transition. Mais nous, le peuple gabonais, il n'a pas son rôle est dans la caserne. Mais maintenant, permettre à ce la caserne lui a permis d'aller candidater. Écoutez, maintenant, nous avons des hommes politiques aguerris dans cette liste qui peuvent suffisamment, on va comprendre,
la marche du Gabon vers son émergence. Merci, merci. Je crois que nous allons nous arrêter là pour... Vous avez donné toutes les 2 pour- minutes à pour- Martin. Vous avez donné le Vous êtes un chef d'État Moi, je dis non, il faut retirer ça. Il faut retirer ça. Il faut mettre fin à cette émission. Dites pas ça. Un chef d'État comme ça. Non, je dis que il est quelqu'un qui a su se conduire la transition. Quelqu'un qui n'a pas provoqué cela. Qui a laissé son prédécesseur dans sa résidence, puissant de ses facultés. Les gens, écoutez, vous savez qu'on la famille Bongo, l'ex-président Bongo, on conclut. Voilà les qualités d'un rentrer dans la il n'est pas vengeur, il n'est pas vengeur, il n'est pas criminel, il n'est pas vengeur, il n'est pas criminel. La première économie africaine, avant que l'Afrique du Sud ne reprenne, c'était le Nigeria. Le Nigeria toujours. Qui a longtemps été dirigé par les je dis ça, je dis rien. Le pouvoir et a fait la transition. Il a laissé le pouvoir ça, je ne dis rien. Ils sont aptes à gouverner. C'est terminé. On va s'arrêter là pour ce qui est de ce débat qui concernait le bilan du CTRI au Gabon. On voit toutes les passions qu'il y a autour. Mais c'est parce qu'on aime les Gabonais. On sait aussi que le peuple gabonais justement sera appelé à faire ses choix pour justement le 12 avril prochain. Donc il faudra justement choisir entre peut-être la continuité avec Alain Globalisé et les autres, et peut-être un nouveau monde avec justement le général Brice Clotaire Oligui-Nguema qui justement voudrait tourner une page. Une fois que je l'ai dit, merci à vous qui avez réagi. Nous sommes ensemble, c'est votre tribune Ouro Africa. À lundi prochain, 21h. Popular